Bonjour. Vous êtes beaucoup en ce moment qui vous nous appelez pour nous dire que votre ancien Minilab est en train de rendre son âme. Et donc, vous vous réfléchissez, vous vous demandez quoi faire aussi, investir de nouveau dans un autre très très gros Minilab ou s'il y a des solutions aussi performantes qu'un gros Minilab, mais beaucoup moins cher. Donc aujourd'hui, nous, on va vous présenter un montage complet. Et pour commencer, nous allons voir l'ordinateur sur lequel nous installerons le logiciel qui pilotera les périphériques d'impression. Il est vraiment très important d'avoir une belle machine avec un écran de taille importante parce que vous allez travailler longtemps, vous allez passer des heures et des heures. Et si vous avez un écran petit de 17 pouces, vous allez avoir à la fin de la journée la tête qui va tourner. Voilà. Donc, quand vous avez une machine avec un écran de cette beauté-là, le travail est beaucoup plus précis et beaucoup plus confortable. Pour vous donner une ordre d'idée de la taille de cet écran, je vais vous mettre à côté une bouteille de coca d'un litre et demi. Et voilà, donc par comparaison, vous allez apprécier la grandeur, on peut bien dire la grandeur de cet écran. En plus, cette machine ne se contentant pas d'avoir le plus beau écran que vous puissiez trouver dans le commerce, elle est aussi très belle, elle est très fine, très élégante. Je vous invite à faire le tour de la machine pour la voir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très fin, très élégant, très esthétique. Si vous avez un beau magasin, ça sera un point valorisant pour vous de montrer que vous travaillez sur des machines comme ça. Voyons un peu plus en détail cette machine. Vous l'aurez compris, c'est un épaule et à l'écran, donc, il est en train de tourner notre logiciel ici Frame Minilab. Voilà, donc on en parlera après tout à l'heure de notre logiciel. Pour l'instant, on va terminer avec la machine. Donc, je ferme le logiciel et hop, la surprise, vous voyez qu'on est sous Windows 8.1. Voilà, donc vous retrouvez l'écran traditionnel de Windows 8.1. En effet, tous nos logiciels ils fonctionnent sous Windows. Donc, on aurait pu installer nos logiciels sur une machine Windows traditionnelle. Mais enfin, puisque on peut installer Windows sur un Apple, alors pourquoi ne pas réunir le mieux de deux mondes? La solidité d'un Apple, la beauté de l'écran d'un Apple, avec la stabilité, la rapidité de Windows 8.1. Voilà, nous avons donc fait le choix d'installer notre logiciel ici Frame Minilab sur un Apple tournant avec Windows 8.1. Pourquoi ce cocktail? Parce que dans cette machine, vous avez 8 cœurs. 4 cœurs physiques et 4 cœurs virtuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre logiciel, sachant maîtriser toute cette puissance, il peut s'adresser individuellement à chaque cœur. Par exemple, si nous vidons une carte contenant 200 photos, nous allons demander à un cœur d'en vider deux, à un autre cœur d'en vider deux, à un autre cœur d'en vider deux, peut-être en parallèle à un autre cœur de faire une impression, à un autre cœur de gérer l'affichage. Donc, ça veut dire que toutes les tâches ils se terminent plus rapidement. Le moment est venu maintenant de parler des périphériques d'impression. Allez, suivez-moi. On va aller à côté. On s'est installé deux Fuji DX100. Ce sont des très belles machines. Nous en avons dans ce meuble deux. On va voir un peu dedans comme c'est. Voilà, donc vous voyez, on enlève la porte. Ici, on a un rouleau de 152.
Voilà, c'est de l'acier, c'est très solide, c'est vraiment très bien. Donc je vous disais ici, on a un rouleau de 152 et je vais vous montrer maintenant tous les types de rouleaux que nous pouvons installer dans ce type de petit mini lab. Ah, petit détail, j'ai oublié de vous le dire, cette petite merveille, elle est un peu moins de 3000 euros. Et voilà, nous avons ici quelques rouleaux de papier que nous pouvons installer dans la DX100. On a le rouleau de 203, on a le rouleau de 152, de 127, de 103. Il existe aussi un rouleau de A4. Alors, pour gagner du temps, il vous suffit d'acheter des mandrins qui vous chargez au préalable. Vous voyez ici, par exemple, on a un mandrin chargé avec du A4 mat. Aujourd'hui, on est en mai. Il y a trois types de supports. Il y a un support brillant, un support mat et un support lustré. Le plus utilisé, évidemment, c'est le support brillant. Ensuite, il y a le lustré. Mais le mat aussi, il n'est pas négligé parce que grâce à ce type de support-là, mat, vous pouvez faire des très beaux calendriers. Et je vous assure que c'est vraiment pas la même chose de faire un calendrier sur du papier mat. Sur du papier mat, c'est vraiment comme un calendrier, c'est vraiment beau, tandis que sur un papier brillant, personnellement, je trouve que c'est moins intéressant. En plus, l'avantage, c'est que vous pouvez faire tous les tailles que vous voulez. Ici, on a un calendrier 20-30, mais rien ne vous empêche aussi de faire un calendrier carré. Voilà, ce qui nous amène maintenant à parler des différents formats que grâce à la DX100, vous pouvez faire. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que le DX100, c'est un véritable mini-lab et à ce titre, vous pouvez régler l'avance papier. Par exemple, avec le rouleau de 152 mm, vous pouvez faire tous les 5 ratios fondamentaux de la photo. Donc, vous savez que les appareils professionnels, ils font 2 tiers. Les appareils amateurs, ils font du 3/4. Ils font de la photo carrée, ils font de la photo panoramique 16/9. Et il y a certains appareils, comme les PowerShot, qui font aussi les 4/5. Mais voyons tout ça en détail. Allez-y, approchez-vous. On va voir un peu plus en détail des formats que nous pouvons faire avec le rouleau de 152 mm. Donc, nous les voyons ici. Nous avons un agrandissement 2 tiers. Le 2 tiers normal, c'est le 10-15. Ensuite, nous avons l'agrandissement 3/4, le petit 3/4. Nous avons bien évidemment la photo carrée, donc 152 mm par 152 mm, et très important, les photos panoramiques. Aujourd'hui, surtout les jeunes avec leurs appareils photo à 300 €, ils font beaucoup de photos panoramiques. C'est très important pour pouvoir les imprimer. Donc avec le rouleau de 152, nous pouvons faire un grand panoramique, un petit panoramique. Et pour terminer, toujours avec le rouleau de 152, nous avons les ratios 4/5 qui sont tirés essentiellement par les PowerShot. Et voyons maintenant ce que nous pouvons faire avec le rouleau de 203 mm. Voilà, donc évidemment l'agrandissement 2 tiers, le petit 2 tiers, l'agrandissement 3/4, le petit 3/4, la photo carrée et, pardonnez-moi, je vais être obligé d'aller de l'autre côté. Voilà, pour continuer, nous avons le panoramique 16/9 de grande taille, très beau, très vendeur, un petit panoramique pour les petits budgets. Et bien après, on a les photos 4/5. Et pour terminer, c'est très important, nous avons le 10-20. Le 10-20, il est très utilisé pour faire les cartes. Surtout si en plus vous les tirez sur du papier mat, comme on a vu tout à l'heure.
Et pour terminer maintenant, bon, on reste sur le papier de 127 mm. Bon, comme je vous disais, il y a aussi le papier de 100, mais nous, personnellement, on a une préférence pour ces trois formats-là, le 203, le 152 et les 127. Pourquoi? Parce qu'avec ce rouleau-là, vous pouvez faire l'agrandissement et la taille standard. Tandis qu'avec le rouleau de 102, vous ne pouvez pas faire d'agrandissement. Donc, on revient, comme je vous disais, sur le rouleau de 127 mm. Et voilà donc ce que vous pouvez faire, les 2/3, les 3/4, le carré, le grand panoramique. Vous voyez, on ne peut pas faire le petit panoramique parce que la largeur est insuffisante pour faire un petit panoramique en rouleau 127. Ensuite, le 4/5 est très important, le 13/18. Bon, nous avons donc vu qu'avec le DX100, vous pouvez régler tous les formats de papier très facilement. Il suffit juste de changer le mandrin dedans avec le bon format et après vous faites ce que vous voulez. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la prise en charge des bords blancs? Donc, bonne nouvelle, si vous utilisez notre logiciel EasyFrame Minilab, que nous allons voir maintenant, vous allez être très surpris de voir toute la variété de bords que nous pouvons prendre en charge. Voilà, donc pour voir tout ça en détail, on va quitter notre logiciel. On vous a préparé à l'avance voilà, donc nous avons ici une photo de bord à bord, sans aucune bordure. Bon, jusqu'à là, tout est normal. Et après, voilà, première surprise. Voilà, nous avons une photo avec bord noir et liseré blanc. Voilà. Après, il y a la possibilité avec notre logiciel EasyFrame Minilab d'avoir une véritable photo avec bord blanc. Nous avons aussi bord blanc avec liseré noir et une photo avec bord noir. Maintenant, je vous invite à vous rapprocher de ces exemples de tirage. Voilà, donc là vous les avez vus sur le vidéoprojecteur, maintenant vous les voyez en vrai. Et je vais attirer maintenant votre attention sur un point très important. La prise en charge de EasyFrame Minilab des bordures, c'est une véritable prise en charge. Qu'est-ce que j'entends par là? Parfois, souvent, même des systèmes de grandes marques qui vous parlent de bord blanc, en effet, c'est un faux bord blanc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous coupent la photo, vous avez du blanc, mais en effet, vous avez perdu une certaine partie de la photo. Tandis que nous faisons un véritable bord blanc. Regardez, je rentre dans les détails. Vous voyez sur cette photo panoramique 16/9, il y a un problème de cadrage parce que les têtes des mariés sont trop près du bord. Donc vous voyez ici il reste peut-être 4-5 mm. Et quand nous appliquons le bord blanc avec le liseré, vous voyez que le sujet à l'intérieur il s'est rétréci. Voilà, donc en étant rétréci, on peut avoir le bord blanc sans manger sur la photo. Donc, et pour terminer cette histoire de bord, j'attire votre attention sur cette photo ici. Donc, vous voyez ici en bas, voilà, vous avez la signature. Voilà, approchez-vous encore un peu, voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'avec notre logiciel, vous aurez aussi la possibilité de signer vos tirages comme le font les grands studios. Et tout ça est pris en charge automatiquement par notre logiciel EasyFrame Minilab. Voyons maintenant un exemple de prise en charge de travail avec notre logiciel EasyFrame Minilab et les DX100. Voilà, donc on est dans Windows, je fais donc double-clic sur le logiciel pour le démarrer et je démarre un nouveau travail. Voilà, donc je clique
sur l'interface pour ajouter un nouveau travail. Je clique sur ajouter un reportage et là par exemple je marque mariage du pont, aux fêtes dansantes de Noël, peu importe. Là je marque test impression pour 2 mots. Voilà, donc je valide. Voilà, évidemment, il n'y a pas de photo, c'est normal, parce que je viens de le créer, le nouveau travail. Donc maintenant, je m'approche de la station de travail qui est connectée au vidéoprojecteur. Et j'ai ma carte, donc je l'insère dans le lecteur de carte. Ensuite, j'ai plusieurs options pour vider les photos. Je peux vider les photos à partir des smartphones. Je peux vider les photos à partir du disque dur. Là, j'utilise la première option, celle en bas sur la gauche, qui me permet de vider toutes les photos qui sont dans la carte. Donc, je clique. Et hop, vous voyez, hop, ça se vide assez rapidement. Les photos sont en train d'arriver. Elles sont déjà là, quelques-unes, voilà. Et je pourrais commencer à les travailler pendant que le logiciel le vide encore. Bon, là, il a terminé. Voilà, j'ai un petit message information, vous avez des nouvelles photos, donc je clique. Voilà, et ici, j'ai tous mes photos, voilà. Après avoir déchargé l'ensemble des photos, il faut choisir le template à utiliser pour l'impression, ou si vous préférez le format à utiliser pour les impressions. Pour cela, je choisis comme ça une photo au hasard et maintenant j'accède à l'ensemble des templates. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. L'explorer complètement maintenant, ce n'est pas vraiment possible parce qu'il y en a vraiment trop. Vous voyez, il y a des templates d'identité pour faire l'identité américaine, indienne, française, canadienne, brésilienne. On a les calendriers. Allez, on va voir un calendrier à titre d'exemple. Je choisis des calendriers sobres, année complète. Voilà, parce qu'il y a aussi des calendriers mensuels. Vous voyez, je clique sur la flèche verte et je vois mon calendrier étant une photo portrait ici à gauche. Voilà, si je choisis les formats portrait, j'ai les différents types de portraits, les différents types de calendrier portrait. J'accède de nouveau à la base de données des templates. On va voir à titre d'exemple que quelques templates artistiques. Vous voyez, on peut en avoir 4 comme ça, du noir et blanc renforcé, du fusain, du crayon. Il y a vraiment un peu de tout. Mais maintenant, on va rester entre guillemets sur les impressions sérieuses. Donc, on va choisir des templates pour impression ordinaire. Ça veut dire sans cadre, juste la photo. Donc, je choisis le rouleau 152 et je choisis les 100 signatures standard. Et donc à droite, j'ai l'ensemble, vous voyez, j'ai les 16/9, les 2/3. Donc cette photo-là, c'est une photo 2/3. Donc je l'ai choisi de la faire en 10-15 par exemple. Et voilà ce qui va me donner. Pour corriger les photos avant leur impression, il faut aller dans la fenêtre de correction. Voilà, donc cette fenêtre se divise en 2 parties. Dans la partie de gauche, nous avons la photo d'origine, sans aucune correction. À droite, la photo avec correction. Donc, dans la partie de gauche, nous avons aussi un petit liseré rouge qui me permet de recadrer la photo. Si je clique sur Zoom, voilà, je peux déplacer ma zone d'impression. La partie de la photo qui est à l'intérieur du rectangle rouge sera imprimée. Si je clique sur plus, j'élargis, comme ça je peux imprimer la totalité de la photo. Sur cette fenêtre, nous avons aussi un ensemble de raccourcis qui sont bien résumés ici.
Par exemple, si je clique sur la touche Entrée, ça veut dire que j'ajoute cette photo à la commande. Si je clique sur la flèche gauche, ça veut dire que je vais à la photo précédente. Flèche droite, photo suivante, et ainsi de suite. On va essayer tout ça. Flèche droite, flèche droite, flèche droite, flèche gauche. Si je souhaite ajouter un peu de luminosité, flèche haut, flèche haut, flèche haut, voilà, donc ça s'éclaircit. Je fais l'envers et je peux aussi demander l'application d'une correction automatique. Dans la partie droite, j'ai aussi la possibilité d'agir directement sur la colorimétrie. Si je souhaite ajouter du vert à cette photo, je clique plusieurs fois. On a 10 points de vert. Bon, évidemment, la photo n'en avait pas besoin. Donc, je vais la remettre comme elle était avant. Et je peux également agir sur la luminosité, sur le contraste, sur le sharpness et sur la saturation. Voilà, donc il s'agit là de la fenêtre de correction. Et qui, en passant, il me permet aussi de choisir les photos que je souhaite imprimer. Par exemple, si je vais imprimer cette photo, je clique sur la touche Entrée, flèche droite pour la photo suivante. Non, celle-là, je ne l'avais pas. Celle-ci, je vais l'imprimer. Et je clique sur Entrée pour sélectionner la photo. Si je vais l'imprimer 2 fois, je clique 2 fois. Si je vais l'imprimer 3 fois, je clique 3 fois. Photo suivante, elle était déjà sélectionnée. Photo suivante, je l'imprime une fois. Nous avons terminé avec cette fenêtre. Voilà, pour imprimer toutes les photos, je clique sur la petite clé en bas et je dis bien que je souhaite imprimer toutes les photos. Voilà, donc les photos sont passées au rouge et leur quantité elle est à 1. Ça veut dire que toutes les photos sont sélectionnées pour être imprimées une seule fois. Vous voyez, je change de page, toutes les photos sont toujours rouges avec la quantité 1. Ensuite, je clique sur Print. Et puisque je vais tous les imprimer, je choisis Impression en série. Voilà, donc j'ai les 36 photos qui sont transmises au serveur d'impression Serveprint qui va les prendre en charge pour l'impression. Donc vous voyez, on est à 23 sur 36. Voilà, donc tous les ordres d'impression, ils viennent de terminer maintenant. Donc maintenant, en arrière-plan, il y a Serveprint qui est en train de les préparer. Voilà, vous voyez, il en a déjà préparé 16, 18, 19. Voilà, donc 24, 26, vous voyez, ça va assez vite. Et on y est presque. Voilà, 36 et Serveprint prépare un seul gros package qui va être ensuite envoyé à l'imprimante pour l'impression. Voilà, c'est parti. Ben, là, les photos ils vont s'imprimer 10 secondes chaque photo. Voilà, venez à côté, on va voir ensemble. Voilà, l'imprimante elle est déjà en train d'imprimer. Voilà, je vous fais remarquer bien qu'entre chaque tirage, il n'y a aucune pause. Un tirage est terminé, l'autre tirage arrive tout de suite. Et si vous allez chronométrer, on est un peu moins de 10 secondes pour chaque tirage. 10 secondes, je vous rappelle que c'est la vitesse nominale préconisée par Fuji pour cette imprimante. Donc nous on fait un petit peu mieux. Donc on ne va pas rester ici pendant tous les 36 photos. Je voudrais juste remarquer que l'imprimante elle arrive bien à imprimer sans faire aucune pause. Bon, on ne va pas rester ici pendant toute la durée de l'impression, on va repasser à côté. Et par contre, on va bien souligner le fait que
Nous arrivons à imprimer sans faire de pause. Ça peut vous sembler normal, mais en effet, notre logiciel ici Frame Minilab, c'est le seul logiciel Windows qui arrive à faire cela. Même si vous prenez des logiciels de marque très prestigieuses, entre chaque tirage, ils font une pause qui est assez longue. Venons tout d'abord sur un peu de théorie. Vous savez bien qu'une imprimante qui fonctionne sous Windows, elle fonctionne avec un certain driver. Si vous prenez n'importe quelle imprimante, vous aurez que son driver fonctionnera d'une certaine façon qui généralement est toujours le même. C'est-à-dire sur une imprimante quelconque, vous envoyez à l'impression 10 photos et ces 10 photos sont gérées automatiquement par le driver. Par exemple, le driver imprime la première photo, ensuite il imprime la deuxième photo et quand il a terminé d'imprimer une photo, il se pose la question, est-ce que j'ai terminé? Oui ou non. Si l'imprimante estime d'avoir terminé, elle parque sa tête d'impression. Autrement, il ne la parque pas et il attaque tout de suite avec la photo suivante. Généralement, un driver d'imprimante, comme il fait savoir s'il a terminé ou pas? Bon, mais ce n'est pas très difficile. S'il voit que dans le spoiler d'impression, il y a des photos qui sont en attente, ben il dit, bon, je n'ai pas terminé d'imprimer, c'est pas la peine que je parque la tête, je continue. Donc ça, généralement, c'est ce qu'il se passe. Par contre, avec la D700, avec la DX100, leur driver, il ne résonne pas comme ça parce que, comme je vous disais, ces périphériques d'impression, en effet, ils ne sont pas vraiment des imprimantes, ils sont plutôt des minables. Donc, culturellement, ils viennent d'un monde qui est très différent et qui résonne différemment. Donc, ce qui se passe avec le driver de la D700 et de la DX100, c'est la chose suivante. Vous envoyez avec n'importe quel logiciel 10 photos. Ces 10 photos, ils se stockent dans le spoiler de Windows et le driver, il imprime la première photo. Ensuite, peu importe s'il y a des photos qui sont en attente, ben, ces imprimantes, elles parquent toujours leur tête. Donc, même s'il reste des photos en attente, entre chaque tirage, ces imprimantes, elles parquent leur tête. Le fait de parquer la tête et ensuite de le réveiller, ça fait que ça prend un temps fou, tellement long que pratiquement ces imprimantes, ils n'ont plus un intérêt si grand à les utiliser compte tenu de cette pause. Et alors, quoi faire pour imprimer convenablement avec ces deux imprimantes? La solution traditionnelle est celle d'acheter avec ces imprimantes le gestionnaire d'impression qui vous est proposé par le commercial d'Epson ou par le commercial de Fuji. Bon, mais ces gestionnaires, ils impriment très bien, mais par ailleurs ont été développés par les maisons mères, donc forcément ils fonctionnent bien. Le seul inconvénient qu'ils ont, c'est qu'ils sont un peu trop généralistes. Donc, ils font un peu de tout, mais ils sont spécialisés en rien. Donc, c'est pour cela que si vous avez vraiment des besoins spécifiques, la seule solution, c'est d'acheter un logiciel Solution Photo. Et nous, chez Solution Photo, comment nous avons résolu le problème de ces pauses? Comment nous arrivons à imprimer à des temps comparables au temps de la maison mère? Bon, évidemment, on ne va pas vous le dire ici. On vous dit juste qu'on a mis au point une technologie qui s'appelle le multiprinting extra souple. Grâce à cette technologie, nos logiciels savent parfaitement exploiter la DX100 et la D700 directement avec le driver Windows. Donc, en achetant nos logiciels, ça ne sera pas nécessaire pour vous d'acheter le gestionnaire d'impression qui vous est proposé traditionnellement par les commerciaux de Fuji ou par les commerciaux. Et maintenant, bon, je pense que c'est le moment de terminer. Je pense qu'on est à peu près à une demi-heure de vidéo.
Nous vous remercions pour votre patience si vous avez tenu bon jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, il ne me reste qu'à vous souhaiter à bientôt pour la prochaine vidéo pour aborder un autre sujet. À bientôt!